Hey, vous allez bien? Je ne vous entends pas. Bon, tant pis. Ici, c'est la partie 2. Alors, si vous n'avez pas écouté la partie 1, vous pouvez écouter la partie 2. Seulement, ce sera un petit peu plus difficile de comprendre. Si vous souhaitez écouter la partie 1, il y a un lien qui s'affiche sur votre écran. Ou vous pouvez aussi aller dans la description. Dans tous les cas, bonne écoute et à bientôt. C'était une pensée et une légende trop hideuse pour une conscience ou un esprit sain. J'eus soudain la désagréable impression d'entendre l'une des fenêtres devant la banquette se refermer, comme si on l'avait auparavant ouverte en silence. Le bruit sembla succéder à un ronflement qui ne provenait pas du rouet de la vieillarde. Ce n'avait été qu'une impression fugitive, car la fileuse faisait tourner très vite son rouet et l'horloge ancienne avait sonné au même instant, après quoi j'oubliais cette sensation d'une présence sur la banquette. Je parcourais le texte avec une concentration emplie d'effroi quand mon hôte revint, chaussu de bottes et vêtu d'un costume ample d'une coupe très ancienne. Il s'assit sur la fameuse banquette, si bien que je ne pouvais plus le voir. Certes, l'attente me rendait nerveux et le volume blasphématoire devant moi ne faisait qu'empirer les choses. Enfin, 23 heures sonnèrent. Le vieil homme se leva, glissa jusqu'à une commode massive aux flancs sculptés dans un coin de la pièce et en sortit 2 houblans à capuche. Il s'enveloppa dans l'une et drapa l'autre autour de la fileuse qui avait cessé son ouvrage fastidieux. Puis ils se dirigèrent tous deux vers la sortie. La femme marchait avec difficulté, et mon hôte, après avoir pris au passage l'ouvrage même dans lequel j'étais plongé, me fit signe de les suivre tout en rabattant sa capuche sur son visage figé ou son masque. Nous sortîmes dans le dédale sans lune et tortueux de cette ville incroyablement ancienne, tandis que les lumières filtrant à travers les rideaux tirés des fenêtres s'éteignaient une à une, et que Sirius lorgnait la foule de silhouettes dissimulées sur leurs manteaux et leurs capuches, qui se déversaient en silence de chaque maison pour former de monstrueuses processions. Ces dernières longeaient différentes rues. Certaines passaient devant des enseignes grinçantes et des pignons antédiluviens, des toits couverts de chaume et des fenêtres en losange. D'autres suivaient des venelles abruptes ou des maisons en décrépitude, entremêlées, menacées de s'entraîner les unes les autres dans le même effondrement. D'autres encore traversaient en silence des places et des cimetières où les oscillations des lanternes dessinaient d'aberrantes constellations ivres. Au milieu de cette multitude silencieuse, je suivais mes guides muets, heurtés par des coudes qui me semblaient surnaturellement mous, compressés par des torses et des estomacs qui me paraissaient anormalement flasques, sans jamais distinguer un visage ni entendre un mot. Les colonnes spectrales glissaient vers le haut, toujours plus haut. Je compris que tout convergeait au même endroit. Le flot s'approchait d'une espèce de concentration d'allées démentes au sommet d'une colline, au centre de la ville, sur laquelle se dressait une grande église blanche. Je l'avais aperçue depuis la route, sur la crête, quand j'avais contemplé Kingsport dans le crépuscule qui s'amorçait. Elle m'avait fait frissonner, parce qu'Aldebaran m'avait un instant donné l'impression d'être perché sur sa flèche fantomatique. Un espace découvert entourait l'édifice. Une partie était consacrée à un cimetière parsemé de pierres qu'on devinait à peine dans l'obscurité, et l'autre se constituait d'un parvis à moitié pavé dont le vent avait balayé presque toute la neige. Il était bordé de maisons archaïques et malsaines, aux toits pointus et dont les derniers étages faisaient saillie. Des feux follets dansaient sur les tombes, révélant des visions effrayantes, et ne projetant curieusement aucune ombre. Derrière le cimetière, il n'y avait pas de maison, et je pus observer au-delà du sommet de la colline le scintillement des étoiles sur le port. Même si la ville était invisible dans la nuit, à de rares intervalles, une lanterne s'agitait de manière répugnante dans les allées serpentines, parce que son porteur avait voulu bousculer la multitude, qui à présent, toujours sans mot dire, se glissait dans l'église. J'attendis que tout le monde, jusqu'au ultime retardataire, ait franchi tel un flot visqueux dans le seuil sombre. Le vieil homme me tira par la manche, mais j'étais bien décidé à entrer le dernier. Enfin je passai la porte, derrière mon guide à la mine lugubre et la vieille fileuse. Juste avant de pénétrer dans ce temple grouillant de noirceurs inconnues, je me retournai pour regarder le monde extérieur, tandis que la phosphorescence des pierres tombales projetait une lueur blafarde sur les pavés en haut de la colline. Et là je frémis, car, bien que le vent n'ait guère laissé de neige, il en restait quelques plaques sur l'allée non loin de l'entrée. Et lors de ce bref coup d'œil, il apparut à ma vue troublée qu'elle ne portait aucune empreinte de pas, pas même les miennes. L'église n'était qu'à peine éclairée, malgré toutes les lanternes des gens entrés à l'intérieur, parce que la majeure partie de la foule avait déjà disparu. Elle s'était écoulée le long de l'aile,
entre les hauts pans blancs jusqu'à la trappe menant au sous-sol voûté, qui béait de façon détestable juste devant la chaire, et s'engouffrait à présent sans bruit par ce goulot. J'empruntai à mon tour en silence la volée de marche usée, et parvins dans les cryptes humides, à l'air raréfié. La file sinueuse de marcheurs nocturnes me paraissait vraiment horrible, et lorsque je les vis s'introduire dans un caveau d'âge vénérable, ils me semblèrent plus abominables encore. Je remarquai alors que dans le sol de cette tombe s'ouvrait une brèche par laquelle la foule se faufilait. Peu après, nous descendions tous un dangereux escalier de pierre en colimaçon, degrés étroits et grossièrement taillés. Il était humide et sentait particulièrement mauvais. Nous virions sans fin vers le bas, dans les entrailles de la colline, le long de parois monotones de blocs de maçonnerie suintants et de mortiers effrités. Ce fut une descente silencieuse, traumatisante. Après un laps de temps chargé d'horreur, je remarquai que les murs et les marches avaient changé de nature. Ils avaient l'air à présent creusés dans la roche même du mont. Ce qui me troublait le plus, c'était que cette myriade de pas ne produisait aucun son, aucun écho. Après encore des éons de trajet, j'ai remarqué des passages ou des terriers menant de ténébreux antres inconnus à cette galerie de noirs mystères. Bientôt, ils devinrent très nombreux, semblables à des catacombes impies chargées d'une menace sans nom. Et la puissante puanteur de décomposition qui en émanait se fit intolérable. Je savais que nous avions sans doute traversé l'épaisseur de la montagne et atteint les soubassements de Kingsport. Je frissonnais en pensant à l'âge indécent de cette ville. Puis j'aperçus le chatoiement épouvantable d'une lumière blafarde, et j'entendis le clapotis insidieux d'eau sans soleil. Je tremblai de nouveau, car les événements de cette nuit me déplaisaient. Je regardais amèrement que mes ancêtres me conviaient à ce rite primitif. Alors que les marches et le passage s'élargissaient, j'entendis un autre son, la plainte moqueuse et fluette d'une mauvaise flûte. Soudain s'étendit devant moi la vaste vision de tout un monde caché, un grand rivage couvert de lichens et de champignons, éclairé par une colonne de flammes éructantes d'un vert morbide, baigné par un large fleuve dont le flot huileux provenant d'abysses effroyables et insoupçonnés rejoignait le plus sombre gouffre de l'océan immémorial. Hoquetant, au bord de l'évanouissement, je contemplais cet érable blasphématoire de titanesques champignons, de feux lépreux et d'eau visqueuse. La multitude, sous des souplandes, se plaçait en demi-cercle autour du pilier embrasé. C'était le rite de l'aïeul, né avant l'homme et destiné à lui survivre. Le rite primordial du solstice, de la promesse que le printemps succéderait à la neige. Le rite du feu, de la verdure persistante, de la lumière, de la musique. Dans cette grotte digne du Styx, je les fis accomplir ce rite. Adorer la colonne de flammes nauséeuses et jeter dans l'eau des poignées de végétation gluante qui émettait une phosphorescence verdâtre dans l'éclairage chlorotique. Oui, je vis cela, ainsi qu'un être amorphe, accroupi dans la pénombre, et qui faisait piailler sa flûte, tandis qu'il jouait de son instrument. Je crus aussi entendre un affreux battement d'ailes étouffé dans l'obscurité fétide où je restais aveugle. Et ce qui m'emplit surtout d'effroi, ce fut cette colonne enflammée. Elle jaillissait telle une éruption volcanique sortie de profondeurs inconcevables, ne projetant aucune ombre comme auraient dû le faire des flammes normales, recouvrant la roche nitreuse au-dessus d'elle d'un méchant vert de gris à l'aspect venimeux. Cette combustion interne ne dégageait aucune chaleur, seulement la moiteur froide de la mort et de la pourriture. Celui qui m'avait amené se faufila jusqu'à se placer tout près du brasier hideux et effectua des gestes raides et cérémonieux face à la foule en demi-cercle. À certaines étapes du rituel, les gens se prosternaient, surtout quand le célébrant brandissait au-dessus de sa tête ce haïssable Necronomicon qu'il avait apporté. Je les imitais chaque fois parce que c'étaient les écrits de mes ancêtres qui m'avaient convoqué à ce festival. Puis le vieillard fit signe au joueur de flûte à moitié visible dans l'obscurité, qui obéit et mua sa faible mélodie lancinante en une autre, à peine plus forte, dans un autre ton, ce qui eut pour effet de provoquer l'apparition d'une nouvelle horreur inimaginable. À ce spectacle, je m'effondrai presque sur le sol, couvert de mousse, paralysé par une terreur qui n'était pas de ce monde, ni d'aucun monde connu, et ne pouvait provenir que des espaces insensés entre les étoiles. Sorti de la noirceur indescriptible qui régnait au-delà de la lueur gangrénée de cette flamme froide, sorti des étendues infernales que traversaient les flots roulants du lugubre fleuve huileux, surnaturel, jusqu'alors silencieuse et insoupçonnée, surgissait à présent,
en battant des ailes en rythme, une horde de créatures hybrides, apprivoisées et dressées, telles qu'aucun esprit sain n'aurait pu les concevoir dans leur totalité, et aucun cerveau lucide se les remémorait dans le détail. Ce n'étaient pas tout à fait des corbeaux ni des taupes, ni des vautours, ni des fourmis, ni des chauves-souris vampires, ni des cadavres humains en décomposition, mais des monstres dont je ne puis, ni ne dois, me souvenir. Ils avançaient en boitillant mollement, se propulsant à moitié sur leurs pattes palmées, à moitié grâce à leurs ailes membraneuses, et, lorsqu'ils atteignirent la foule des festivaliers, les silhouettes encapuchonnées s'en saisirent, les chevauchèrent avant de s'éloigner, une par une, le long des berges de ce fleuve, plongé dans les ténèbres, pour s'enfoncer dans des fosses et des galeries atroces, où des sources empoisonnées nourrissent des cataractes épouvantables. À jamais cachées, la fileuse était partie avec les autres. Le vieillard n'était resté que parce que j'avais refusé d'obéir quand il m'avait ordonné d'un geste, d'enfourcher une monture et de suivre la multitude. En me remettant péniblement debout, j'ai remarqué que l'amorphe joueur de flûte avait roulé hors de vue, mais que deux des monstres ailés attendaient patiemment. Comme je restais sans bouger, mon guide sortit son stylet et sa tablette pour m'écrire qu'il était le représentant authentique de mes pères, ceux qui avaient fondé le rite de la Yule en ce lieu antique. Il avait été décrété que je devais revenir, et les mystères les plus secrets n'avaient pas encore été accomplis. Son écriture sur la tablette avait quelque chose d'archaïque. Comme j'hésitais encore, il sortit des amples plis de son manteau, une chevalière et une montre, toutes deux aux armes de ma famille, afin de prouver ses dires. Mais cette preuve était des plus odieuses, car j'avais lu sur d'anciens documents qu'on m'en avait enseveli cette montre en 1698, avec mon arrière-grand-père. C'est alors que le vieillard rabattit sa capuche en arrière, montra son visage, pour me faire remarquer son air de famille. Je frissonnais de plus belle, parce qu'à présent j'avais la certitude que sa face n'était qu'un diabolique masque de cire. Les animaux pâteaux, pendant ce temps, s'agitaient et grattaient la mousse. Je vis que leur maître paraissait lui aussi mal à l'aise, quand l'une des créatures commença à s'éloigner de son pas gauche. Il se tourna vivement vers elle pour l'arrêter, d'un mouvement si brusque qu'il délogea le masque de cire posé à l'emplacement de sa tête. Et là, parce que ce monstre cauchemardesque me barrait le chemin vers l'escalier de pierre par lequel nous étions arrivés, je me jetai dans le fleuve souterrain huileux qui gargouillait jusqu'au tréfonds de l'océan. Je me jetai dans ce jus putrescent des horreurs de la terre, avant que mes cris déments attirent sur moi toutes les légions nécrophages que ces profondeurs pestilentielles pouvaient dissimuler. À l'hôpital, on me dit qu'on m'avait retrouvé à l'aube, à moitié mort de froid dans le port de Kingsport, agrippé à un bout de mât à la dérive, que la chance avait mis sur ma route. On m'expliqua que la nuit précédente, j'avais pris le mauvais embranchement, la fourche, sur la route de la colline, et était tombé de la falaise à Oroch Point, ce qu'on en avait déduit des empreintes trouvées dans la neige. Je ne pouvais rien répondre, puisque tout était faux. Tout était faux, puisque je voyais par la grande baie vitrée une étendue de toit dont pas plus d'1 sur 5 n'avait une réelle ancienneté, et que montait de la rue le bruit des trolleys et des voitures. On m'assura que je me trouvais bien à Kingsport. Je ne pouvais dire le mien. Je sombrais dans le délire. En apprenant que l'hôpital se situait non loin du vieux cimetière de Central Hill, aussi me transféra-t-on à l'hôpital Sainte-Marie à Arkham, où je recevrai de meilleurs soins. J'appréciai l'endroit, parce que les médecins s'y révélèrent larges d'esprit, au point d'user de leur influence pour que la bibliothèque de l'université miskatonique accepte de me prêter l'exemplaire soigneusement conservé de cet ouvrage douteux d'Alzared, le Necronomicon. Ils parlaient de psychose et s'accordèrent sur le fait qu'il valait mieux que je chasse de mon esprit ces obsessions épuisantes. C'est ainsi que je pus relire cet affreux extrait, et je frémis d'autant plus qu'il ne m'était décidément pas inconnu. Je l'avais déjà lu. Les empreintes de pape pouvaient bien raconter une autre histoire. Il valait mieux pour moi oublier dans quelles circonstances je l'avais lu pour la première fois. Personne, quand je suis réveillé, ne parvient à raviver mes souvenirs, mais mes rêves n'en demeurent pas moins chargés d'effroi, à cause de phrases que je n'ose citer. Je ne puis me résoudre à en répéter qu'un bref passage, traduit comme je peux à partir du grossier bas latin d'origine. « Les cavernes abyssales, écrit l'arabe dément, ne sont pas destinées aux yeux de nos corps, car d'étranges et terrifiantes sont leurs merveilles. Maudit soit le sol où les pensées des morts revivent dans de curieuses enveloppes. Damné l'esprit qu'aucune tête ne contient. Ibn Shakabao a dit,
avec sagesse. Qu'heureuse est la tombe dans laquelle nul sorcier ne repose, qu'heureuse est la ville à la nuit tombée, dont les sorciers, jusqu'au dernier, ne sont plus que cendres. Car les vieilles rumeurs assurent que l'âme de celui qui s'est vendu au démon ne quitte pas son argile charnelle, qu'elle engraisse et instruit le ver même qui la ronge, jusqu'à ce que de cette corruption émerge une hideuse vie, et que les sinistres charognards de la terre croissent en malignité pour la tourmenter et s'enflent monstrueusement pour l'accabler. D'immenses trous sont creusés en secret, là où devraient suffire les bords de la terre. Des êtres ont appris à marcher, qui devraient ramper. Hey! Alors tout d'abord, je dois te remercier d'avoir tout écouté, cela me fait vraiment plaisir et j'espère vraiment que cela t'a plu. Je t'encourage à t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos, d'autres livres audio. Il y en aura plein de toutes sortes. Alors j'espère que ça te plaira. Et je t'invite aussi à liker, évidemment. Je suis, après tout, un youtubeur. Voilà, il faut que je m'y fasse. Et à laisser un commentaire pour dire les livres audio que tu veux ou pas. Et voilà, tu peux aussi aller dans la description, il y a un lien pour recevoir en format MP3 le livre audio que tu viens d'écouter et tous les autres aussi. Donc tu recevras un mail et à partir de là, tu recevras toutes les semaines, si tu es d'accord, en MP3 le livre audio de la semaine. Donc t'inquiète pas, ça prend pas de place, c'est plutôt un lien pour télécharger un MP3. Bref, c'est très simple, c'est très bien expliqué par moi-même un peu plus loin. Donc voilà, tout ira bien. Merci beaucoup d'avoir écouté, à très vite. Et pour l'instant, c'est tous les vendredis soirs que je sors une vidéo, donc à bientôt.